Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on célèbre les 2000 abonnés. Je viens de remarquer qu'on avait atteint 2000 abonnés sur la chaîne, ce qui est énorme. Il faut savoir que j'ai lancé la chaîne en janvier. Donc je suis très content de tout le chemin parcouru. Et du coup, en cette occasion, c'est quelque chose sur lequel je travaille déjà depuis un petit temps. Mais je trouve que c'est le bon moment pour le faire, je lance un mentorat sur l'analyse fondamentale. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'approfondir leur analyse fondamentale, je propose du coup un mentorat. Alors les places sont limitées, je vais prendre que 3 à 5 personnes et j'ai déjà quelques demandes parce que ça s'est fait un peu officieusement, mais là du coup c'est un peu le lancement officiel. Je vais prendre que 3 à 5 personnes et je vais vous suivre, les suivre du coup sur une période de 3 mois. Bon, ça peut être 1 mois, mais idéalement c'est sur une période de 3 mois. J'en dis pas plus dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous voulez des informations, si vous êtes intéressé par ça, je mets un lien dans la description. Vous avez toutes les infos et juste petite précision, je vais me mettre sur l'écran, voilà. Donc vous allez tomber sur une page comme ça. Je vous invite sincèrement à regarder la petite vidéo ici. Elle dure que 1 minute 40, mais c'est juste pour être sûr que vous ayez tout en compte à partir du moment, tout à l'esprit quand vous songerez éventuellement à rejoindre ce mentorat. Mais bref, du coup voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder le lien dans la description. Ça me fera très plaisir de travailler avec vous. Les places sont limitées, donc ne tardez pas trop. Je boucle tous les membres cette semaine. Du coup, après cette semaine, ce ne sera plus possible avant 3 mois. Donc voilà, bref, on va passer à la vidéo. Aujourd'hui, on va faire la revue de la semaine. Donc j'avais dit hier que je ferais la revue de la semaine. Donc la semaine dernière était une très bonne semaine. Très bonne semaine pour moi, j'ai fait 2,45 R et ça vient à la suite, je vais vous montrer mon journal. Ça fait suite du coup à une autre semaine, ici la semaine 11, où j'ai fait, on va regarder ça ensemble, où j'ai fait, 1,64 R. Donc au total, sur les 2 semaines, je suis à peu près à plus 4 R, donc je suis assez content. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur cette revue de la semaine là, donc si jamais tu veux aller la regarder, n'hésite pas à le faire. À chaque fois c'est très simple, le titre c'est revue de la semaine. Mais donc cette semaine est une bonne semaine au niveau des profits. On va aller regarder après sur les graphiques les positions que j'ai prises. Mais avant ça, comme toujours, j'aimerais faire un petit récapitulatif fondamental de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, et je vais l'expliquer avec les graphiques, ce sera plus facile à comprendre plutôt qu'avec du texte. Mais si jamais tu veux, tu peux faire pause à la vidéo, tu lis tout ça et puis après tu continues, on va regarder sur les graphiques. Mais donc la semaine dernière, donc c'est celle-ci, là la semaine a déjà un peu commencé, hein, on est mardi, mais... Donc ici, entre les 2 barres verticales, vous avez la semaine dernière. Je vais me mettre en grand écran, comme ça c'est plus simple, voilà. Donc on partait d'où? Avant que cette semaine ne démarre, on partait du coup d'une grosse baisse qu'on a observée ici le jeudi 14 mars et qui était due aux données d'inflation PPI. Donc il faut savoir que la semaine dernière, c'était la semaine sur l'inflation et les investisseurs attendaient les données d'inflation aux États-Unis et particulièrement le CPI, donc qui est l'indice des prix à la consommation, et le PPI, qui est l'indice des prix à la production. Donc si je reprends mon calendrier, on va fermer ça. Donc vous voyez ici, bon, je sais qu'il y a beaucoup de data et donc c'est parfois un peu difficile de filtrer, mais donc vous voyez ici que en semaine 12, en semaine 11 du coup, parce que je parle de la semaine précédente, donc on avait le CPI qui avait été publié le mardi, aux États-Unis, et on avait le PPI qui avait été publié jeudi. Donc on avait déjà observé une réaccélération de l'inflation aux États-Unis mardi, mais si on observe les graphiques, donc mardi c'est ici, mardi après-midi, donc vous voyez ce mouvement-ci, donc on avait déjà observé une réaction des marchés, forcément du coup à la baisse pour l'euro-dollar, on est sur l'euro-dollar ici, à la baisse étant donné qu'une inflation plus élevée aux États-Unis est positive pour le dollar, elle est bullish pour le dollar. Donc on avait déjà observé ça, mais c'est une réaction assez petite par rapport à l'importance de la donnée, de la data. Il aura fallu du coup attendre jeudi pour observer un véritable mouvement de plus de 50 pips sur l'euro, parce que les investisseurs attendaient en quelque sorte la confirmation. On avait les données CPI, on s'est dit ok, il y a un risque que l'inflation ait réaccéléré, du coup c'était au mois de février, donc que je dise pas de bêtises, en février aux États-Unis. On a attendu les données PPI pour voir si au niveau de la production, au niveau des producer managers, je dis des bêtises, au niveau de la production, au niveau des coûts de production, est-ce qu'on observait aussi une augmentation des prix des intrants et des outrants. Et donc c'est ce qu'on a observé. Réaccélération du CPI, réaccélération du PPI, des données plus fortes que prévu, ça s'affiche en vert sur Forex Factory, c'est bullish pour le dollar, l'euro a chuté. Donc ça c'est le contexte qu'on avait la semaine précédente, et donc on a démarré la semaine avec un euro qui continuait un peu ce mouvement de la semaine passée. Donc la semaine passée, je rappelle pour être sûr que tout le monde suive bien,
Semaine sur l'inflation, données d'inflation plus forte que prévu aux États-Unis, c'est baissier pour l'euro ou haussier pour le dollar. Et donc on entame la semaine, le lundi, avec la poursuite de ce mouvement-là. Alors essentiellement, la poursuite de ce mouvement-là était liée à l'appréciation des rendements américains, parce que vous le savez peut-être, mais les rendements américains et le dollar sont corrélés. Donc on a eu une appréciation des rendements qui a permis au dollar de s'apprécier et donc à l'euro de continuer sa chute. Et donc cette chute qui avait été initiée la semaine précédente par le PPI. Autre élément important aussi, c'est que les rendements ont tendance à bouger par rapport aux anticipations du marché concernant la trajectoire des taux d'intérêt. Donc ce qu'on observait depuis déjà le début du mois de mars, donc depuis le 8 mars, c'est que les investisseurs repoussaient à plus tard dans l'année le moment où ils s'attendaient à une baisse des taux d'intérêt de la Fed. Donc on a démarré le mois avec peut-être des anticipations pour, si je ne dis pas de bêtises, mai-juin. Et à ce moment-là, donc au début de la semaine passée, on était sur du 60-70% de probabilité d'une baisse des taux en juin. Mais donc on observait vraiment un recul des anticipations, même vers un peu juillet. Il y a un moment dans la semaine où les paris pour des baisses de taux sont passés sous la barre des 60%, proche plus des 50%, donc une chance sur deux. Donc on voit qu'il y avait ce qu'on appelle un recul des anticipations du marché, et ce recul des anticipations du marché a fait s'apprécier les rendements, a fait s'apprécier le dollar. Et donc, ça explique du coup la poursuite de tout ce mouvement baissier. Okay, là, pour l'instant, je ne suis pas du tout dans l'analyse technique, je fais vraiment d'un point de vue fondamental, vous expliquer les mouvements, la direction du marché. Puis du coup, mardi, on a eu l'indice économique ZEW, donc ZEW, pour l'Allemagne. Alors, en temps normal, cet indice n'a qu'un impact limité sur les marchés. Je vais essayer de vous le montrer sur Forex Factory, donc c'était mardi dernier, le 19. Vous voyez ici qu'il est en jaune. Donc que ce soit celui pour la zone euro ou pour l'Allemagne, il est en jaune. Mais cette fois-ci, il a eu un impact assez important sur les marchés, pas au niveau de l'action des prix, mais au niveau de son rôle, dans le sens où vous voyez que ici, la publication est sortie à 10h, ok, donc ici, à 11h, pardon, donc ce chandelier-là, ce petit, ce qu'on appelle je crois que c'est une ligne perçante, je crois le mot en français pour ce modèle chandelier. Donc la petite ligne perçante qu'on a eue ici sur 1 heure, c'est produite au moment où il y a eu cette publication qui est sortie. Pourquoi je dis qu'elle a un rôle important? C'est parce que ce niveau-là, comme vous le voyez, le prix n'est plus jamais repassé en dessous avant vendredi, du coup. Donc on voit vraiment qu'il y a eu une sorte de rebond. Si je devais par exemple tracer l'action des prix de la semaine en juste 3 lignes, on a eu d'abord un début de semaine en baisse, ensuite une hausse de mardi à jeudi, et puis jeudi, un gros crash. Donc vraiment, on a eu 3 mouvements. Un premier retournement mardi, un deuxième retournement jeudi, et puis une continuation à la baisse le vendredi. Mais donc, pour mardi, pourquoi, là où cet indicateur normalement n'a pas un rôle important, pourquoi ici est-ce que il a joué ce rôle de pivot, si on veut, il a joué ce rôle de support, si j'ai envie de le dire. Pardon. Je disais donc, pourquoi? Parce que en fait, la donnée est sortie bien plus élevée que prévu. Donc si vous regardez le graphique ici, quand vous cliquez là, vous voyez en fait qu'on a atteint un plus haut, donc ici le niveau 31.7, qu'on n'avait pas atteint depuis février 2022, donc depuis plus de 2 ans. Et donc, certes, l'indicateur remonte petit à petit, donc on voit que le sentiment économique en Allemagne s'améliore, sachant que la conjoncture économique allemande est assez mauvaise en ce moment, donc c'est assez positif que cet indicateur se redresse. Mais là, en plus de se redresser, donc en plus d'afficher des hausses consécutives chaque mois, il a marqué un nouveau plus haut qui n'avait plus été atteint depuis 2 ans. Donc, en théorie, le sentiment économique allemand est à son meilleur niveau sur les 2 dernières années. Donc c'est très positif, étant donné que la conjoncture allemande est assez mauvaise en ce moment, comme je vous l'ai dit. Donc, à ce moment-là, je retourne sur mon graphique, on a une sorte de, on va dire, un petit rebond de l'euro, mais surtout, ça met fin, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, ça met fin à tout ce mouvement baissier, à toute cette impulsion baissière qu'on avait observée depuis la publication du PPI. À ce moment-là, shift dans la tête des investisseurs, on se prépare pour la semaine en cours. Et donc, cette semaine, qu'est-ce que c'était? C'était la semaine avec la décision de politique monétaire de la Fed. Donc à partir de mardi, les investisseurs ont commencé à se préparer pour la décision de politique monétaire de la Fed. Et pour vous mettre en contexte, on avait en plus du statement, donc c'est le rapport de déclaration de politique monétaire qui est publié, on avait en plus de ce statement la publication du SEP, donc c'est les projections économiques qui sont faites par le comité, donc le FOMC de la Fed. Dans ces projections économiques, les économistes au sein de la Fed donnent tout un tas de prévisions sur la croissance, sur l'inflation, et notamment sur les taux, donc où est-ce qu'ils pensent que les taux seront d'ici la fin de l'année. Et donc il faut savoir que le dernier rapport sur les projections, c'était en décembre, et dans ce rapport-là, les économistes, analystes, bref, le comité de la Fed anticipait 3 baisses de taux de 25 points dans le courant de l'année 2024. Donc 3 baisses pour 2024. Et par rapport à l'évolution
de la conjoncture. Je pense que maintenant tu comprends ce mot. Par rapport à l'évolution de la conjoncture aux États-Unis de ces derniers temps, notamment avec les données d'inflation plus élevées que prévues, etc., les investisseurs s'attendaient à ce que le comité n'anticipe plus que 2 baisses de taux pour 2024. Pourquoi? Parce que, en théorie, on baisse les taux quand l'économie ralentit, mais on observe une réaccélération de l'inflation. Donc ça sous-entend que peut-être il faudra garder les taux élevés plus longtemps et donc procéder à moins de baisses de taux dans le courant de l'année 2024. Donc ce qu'on a observé sur les marchés, jusque-là, donc tout ce mouvement-là, il s'explique aussi par ça, c'est un priced in, donc ça veut dire une anticipation qui est du coup, qui s'imprime dans l'action des prix, une anticipation que les projections affichent, au moment où elles sortent, 2 baisses de taux pour 2024 et non plus 3. Sauf que, surprise au moment de l'annonce, les projections affichent quand même 3 baisses de taux. Pire encore, ou plus encore, je ne sais pas comment le dire, Jérôme Powell, lors de la conférence de presse qui a suivi la publication de la déclaration de politique monétaire, a déclaré, et ça je vais reprendre ces mots pour ne pas dire de bêtises, donc il a déclaré que les récents chiffres d'inflation élevés, ce qu'on avait observé la semaine dernière, mais aussi un mois avant, donc on a eu 2 mois d'inflation plus élevés que prévu, les récents chiffres d'inflation élevés n'avaient pas modifié l'histoire sous-jacente qui est un relâchement progressif des pressions sur les prix aux États-Unis. Donc selon lui et selon le comité, les dernières données qu'on a eues sur l'inflation, donc la réaccélération qu'on a eue de l'inflation, ne l'inquiète pas par rapport à la trajectoire de l'inflation, ne l'inquiète pas par rapport au processus de désinflation en cours aux États-Unis, et donc ça ne change rien aux décisions futures de politique monétaire. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils feront, mais c'est ce qu'il a dit. Donc à ce moment-là, réaction dovish de la part des marchés, on observe une explosion à la hausse de l'euro, puisque donc non seulement on avait priced in 2 baisses, on en a eu 3, donc du coup réaction bullish pour l'euro ou bearish pour le dollar, et en plus Powell tient un discours assez dovish en disant écoutez les gars, même s'il y a une inflation plus forte, on va quand même baisser les taux cette année, probablement en juin. Donc à ce moment-là, les marchés réévaluent complètement leur position, bam, on part à l'achat sur l'euro. L'euro s'apprécie jusqu'à rejoindre une certaine zone de demande. Ok ? À partir de là, il y a 2 choses à prendre en compte qui sont assez subtiles, parce que beaucoup de personnes se sont dit, mais attends, je comprends pas, c'est dovish, pourquoi juste après ça, l'euro a complètement effacé ses gains, du coup liés à la décision de politique monétaire, et pire encore, a fini plus bas que le niveau auquel il était précédemment. Alors, il faut savoir que même si le discours de Powell dit quelque chose, même s'il n'y a pas eu de révision à la baisse dans les projections des taux, il y a quand même eu certaines révisions à la baisse, notamment dans les projections à l'horizon 2025. Et même dans d'autres datas comme la mesure de l'inflation, donc le PCE. Ça pourrait être peut-être intéressant de vous montrer, je ne sais pas si je l'ai ici, ça pourrait être intéressant de vous montrer, donc c'était jeudi, c'est ça, donc c'était jeudi... Thursday, apply, de vous montrer en fait les projections économiques. Donc c'était la veille. FOMC Economic Projection, latest release, vous allez comprendre. Donc c'est Projection Materials, PDF, voilà. Ça c'est le tableau des projections. En fait, à court terme, la réaction a été bullish sur l'euro, ça je vous l'accorde, mais si on prend un peu de recul et qu'on analyse les données, qu'est-ce qu'elles nous disent? Donc ici, le taux Federal Fund Rate pour les projections de décembre, donc vous voyez qu'il n'a pas changé. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que le taux à long terme, on l'a augmenté. Donc ça nous envoie un mini signal de, tiens, peut-être que la Fed envisage un environnement de politique monétaire où les taux devront de façon générale être plus élevés. Ou, bon après c'est un autre sujet, c'est complètement un autre sujet, mais ça sous-entend en fait que le fameux taux terminal, ou le taux d'équilibre, ou je ne sais pas comment appeler ça, le taux auquel l'économie tourne correctement, sans inflation, sans déflation, enfin sans dévier d'un côté ou de l'autre, il était à 2,5%, et là elle l'a placé à 2,6%, ça sous-entend qu'il faudrait des taux plus élevés pour lutter contre l'inflation à l'avenir. Parce qu'il y a eu tout des changements dans la manière dont le monde économique fonctionne, et bon, mais je vous invite à vous renseigner sur ce sujet, je ne vais pas en parler ici parce que ça demanderait une vidéo complète. Mais donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a eu une révision à la hausse de la mesure de l'inflation, okay, que ce soit pour l'indice global, donc l'inflation mesurée selon l'indice des prix PCE, okay, pour 2025 ici, et aussi pour l'indice sous-jacent, mais pour 2024. Donc si on regarde ça, cette data-là nous dit la Fed s'attend à une inflation plus élevée dans le courant de 2024. Alors même si Powell a déclaré lors de la conférence de presse que ça ne changeait rien à ce qu'ils allaient faire, les investisseurs en doutent quand même un peu.
Parce qu'on ne peut pas nier qu'il y ait une réaccélération de l'inflation. En tout cas, elle ne pourra pas le nier longtemps. 1 mois, 2 mois peut-être, mais pas plus. Si on a 3 mois de réaccélération de l'inflation, à ce moment-là, la Fed va commencer à paniquer, si on peut dire ça comme ça. Bref, mais donc, c'est la raison, en tout cas vaguement, pour laquelle l'euro déjà n'a pas été plus haut, et aussi pour laquelle l'euro a pu chuter autant après, ou plutôt malgré la décision de politique monétaire qui était plutôt dovish. Ok ? Mais ce qui a vraiment déclenché ce mouvement, ça n'a rien à voir avec la politique monétaire, c'est le PMI, la publication des PMI flash pour la France. Donc si je me mets par exemple sur 15 minutes, vous allez voir que ici, à partir de 9h15, ok, si je dis pas de bêtises, à partir de 9h15, le prix a quand même chuté d'une trentaine de pips juste après la publication. Ok. Et si je vous remets les chiffres devant les yeux, qui sont ici, voilà, on voit en fait que les indices PMI, que ce soit pour le secteur manufacturier ou des services, ont complètement chuté, même contre toute attente, parce qu'on s'attendait à une réaccélération, ou plutôt une hausse, ok, des indices, une amélioration, sauf qu'ils ont tous les deux chuté. Donc ça signale clairement une mauvaise santé pour l'économie française, ça signale du coup la probabilité que l'économie ne rebondisse pas au niveau de son activité, de son PIB au premier trimestre. Bref, c'est pas bon. Puis après, on a eu les PMI manufacturiers et des services de l'Allemagne et de la zone euro, mais globalement, ce qu'on a eu là avec les données d'activité française, c'est ce qui a poussé l'euro. Je vais me remettre comme ça. C'est ce qui a poussé l'euro à déjà se déprécier dans la matinée. Donc ici, on voit que l'euro s'est vachement déprécié avec la publication des données d'activité. Et puis le mouvement a été poursuivi l'après-midi avec des données d'activité assez bonnes aux États-Unis. Donc ce qu'on a observé aux États-Unis, pour vous les dire vaguement, je vais reprendre juste mes notes, ça va être plus simple. Voilà, donc on a eu le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage qui a reculé, alors qu'on s'attendait à une hausse. On a les ventes immobilières qui ont progressé le mois dernier, à un pic depuis plus d'un an. Donc malgré, entre guillemets, les taux élevés, les taux hypothécaires élevés, on voit que le marché du logement, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je t'invite à la regarder, c'est sur le marché du logement. Le marché du logement reste quand même en assez bonne santé, sachant que les ventes de logements sont à un plus haut de 1 an, alors que les taux sont quand même vachement élevés. Donc, assez bonne santé, des signes assez positifs pour l'économie américaine. Et puis alors, les données d'activité aux États-Unis, qui sont restées en territoire d'expansion, ok, pour les deux secteurs. Et, ça aussi c'est important à préciser, les prix ont augmenté dans tous les domaines, dans le secteur manufacturier, dans le secteur des services. Donc ça sous-entend qu'il y a un risque inflationniste qui va se poursuivre. On a dit qu'il y avait de l'inflation en janvier, en février, mais ces indicateurs-là font référence au mois de mars. Donc il y a peut-être un risque que l'inflation soit toujours élevée au mois de mars. Ok ? Donc sachant ça, en gros, pour le simplifier, c'est bullish pour le dollar. Et donc c'est ce qui a expliqué la poursuite du coup du mouvement baissier qui avait été initié dans la matinée l'après-midi. Et puis alors ici, c'est la fin de la journée, jeudi soir, ok, on a la session asiatique, on voit que l'euro évolue en range. Ensuite, et c'est ça qui est très intéressant, mais je ne saurais pas trop en parler parce que je vous avoue, je ne suis pas hyper calé sur l'économie asiatique, mais pour vous le dire vaguement de ce que j'ai compris. Donc ici, vous voyez qu'on a eu un mouvement assez important quand même, 25 pips, puis qui sont suivis par au total 40 pips avant même qu'il soit 8 heures. Ok. Donc on a eu un mouvement assez important pendant la session asiatique du vendredi, donc la dernière session asiatique de la journée. Donc ce que j'ai noté pour ça, ok, mais je ne saurais pas vous donner des explications de taré parce que je vous avoue, c'est pas non plus un sujet que je maîtrise. Je comprends le mouvement, je ne sais pas non plus rentrer dans les détails. Mais donc j'ai noté, voilà, l'euro s'est enfoncé davantage durant la session asiatique, ok, avec la chute du yuan, bon, je sais pas le dire, mais bref, la monnaie chinoise face au dollar. En effet, le yuan a été mis sous pression par les attentes croissantes du marché, selon lesquelles Pékin devrait déployer davantage de mesures de relance pour stabiliser la deuxième économie mondiale. Ok, et puis alors par la faiblesse du yen aussi, mais ça j'en parlerai après. Donc, le yuan, USD, c'est NY, si je dis pas de bêtises, Chinese yuan, ouais. C'est une devise comme une autre, mais vous connaissez sûrement le DXY, donc si je vous l'affiche sous les yeux, donc le DXY ici, c'est le dollar. C'est le dollar face à un panier de devises de référence. Donc en gros, si maintenant le dollar s'apprécie face à la plupart des devises, il monte. Si le dollar se déprécie face à la plupart des devises, il descend. Mais donc ici, tu peux avoir une image globale de ce qu'est le dollar en temps réel. Sachant que ce panier, donc de devises de référence, l'euro en constitue 40%. Donc ça veut dire que cette paire, ou plutôt cet indice, le DXY, est très corrélé à l'euro-dollar parce que du coup, l'euro constitue 40% de ce panier-là. Mais comme je l'ai dit, c'est que 40%. Donc il y a tout un autre... Par exemple, si je mets... je sais pas si je peux trouver une image de... Non. Je sais pas si je peux vous trouver une image,
Bref, mais donc si vous arrivez à trouver la pondération des indices dans le panier du dollar, ça peut être intéressant. Mais, donc vous avez compris l'idée, mais donc forcément s'il y a un gros mouvement initié sur une paire qui est liblée en dollars, notamment le USD JPY ou le USD CNY, ça peut avoir un impact sur la valeur du dollar et donc ça peut peser ou non sur l'euro. Donc si maintenant je retourne dans mes notes, il faut savoir qu'on a eu un mouvement assez important sur le USD CNY. Ok, si je devais le mettre, je sais pas si on pourra l'observer, mais donc vous voyez ici vendredi, ok, pendant la session asiatique, donc le vendredi de la semaine passée, vous voyez qu'il y a eu un afflux complet de liquidités sur le dollar en raison du coup d'une fuite des investisseurs du CNY. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose aussi c'est sur le yen en fait. Donc le yen avait atteint un niveau de prix assez intéressant, donc il est revenu à son plus bas niveau depuis plusieurs décennies. Et il faut savoir qu'il y a des interventions de la part de, je crois, la banque centrale du coup, japonaise, sur le yen quand le yen atteint certains niveaux. Donc littéralement des opérations de marché. Ou, enfin pas de la manipulation, mais disons juste que l'économie japonaise tente de garder le yen stable d'un point de vue monétaire. Et donc elle procède à des opérations d'achat et de revente sur le marché des devises. Mais donc du coup, le yen est revenu à un certain niveau qui envoie un signal aux investisseurs de « Ah tiens, peut-être que du coup la BOJ interviendra sur les marchés » et à ce moment-là, du coup, ça peut aussi entraîner une fuite ou un attrait comment dire, du dollar. Donc comment on appelle ça? Un flux, voilà, un flux de capitaux vers le dollar ou en dehors du dollar. Et donc ces deux mouvements-là combinés, donc qui se sont passés en Asie du coup, expliquent en partie, je vais retourner sur l'euro-dollar, bam, non c'est pas le bon, bam, explique en partie du coup la chute qu'on a observée sur la fin de semaine, avant du coup une petite stabilisation, et puis c'est la fin de la semaine. Bref, on vient de revoir toute la semaine du coup d'un point de vue fondamental. Bon, c'était peut-être un peu long, mais en soi, pour ceux qui du coup sont intéressés par l'analyse fondamentale, c'est un peu ça qu'on devrait savoir tous faire après une semaine. Donc se dire, tiens, il y a eu telle data, telle data, telle data, quelles sont les données importantes, quelles sont les données secondaires, et puis pourquoi le prix a bougé dans telle ou telle direction, et y mettre une raison fondamentale derrière. Je sais que c'est pas obligatoire, dans le sens où tu peux utiliser que l'analyse technique si tu veux, mais je trouve que ça peut être bien d'utiliser l'analyse fondamentale et l'analyse technique, dans le sens où, et maintenant on va parler du coup des positions que j'ai prises, dans le sens où l'analyse fondamentale me donne un billet, mais l'analyse technique du coup va me donner des points d'entrée. Donc ici tu vois que j'ai essayé de shorter l'euro, juste avant la publication du statement américain. C'était une erreur dans le sens où je m'attendais, comme la plupart des investisseurs, à une réaction hawkish du marché, sauf qu'on a eu une réaction dovish, et puis alors encore pire avec la conférence de presse de Powell. Donc du coup je me suis mangé une première perte en début de semaine, enfin au milieu, on est déjà mercredi. Première perte en milieu de semaine parce que mon billet était tout simplement pas le bon. Sauf qu'après, mon billet à court terme était mauvais, mais le prix a rejoint cette zone-ci et j'ai commencé à donc me pencher un peu plus sur les données qui étaient sorties et je me dis, bon, attends, ok, à court terme, c'est bullish pour l'euro, mais ça change pas notre vision globale qui est de dire, l'euro, ou plutôt le dollar est fort par rapport à l'euro. Ou pour le formuler très simplement, mon billet de base pour la semaine, c'était je cherche à vendre de l'euro, ok, face au dollar. Donc j'avais toujours ce billet en tête parce que bien évidemment, quand la data est sortie, je me suis dit, ah attends, peut-être que ça change mon billet fondamental, directionnel pour la semaine. Et puis j'ai pris du recul, j'ai analysé ce que je vous ai expliqué tantôt avec déjà le statement, la conférence de presse, puis aussi les projections économiques. Et je me suis dit, d'un point de vue macro, ça change pas tant mon billet. Certes, à court terme, on a eu une impulsion haussière, mais d'un point de vue macro, ça change pas tant mon billet. En plus, on a les données d'activité qui risquent d'imprimer un chiffre faible, ça aussi, je l'avais noté. Donc du coup c'est bearish pour l'euro. Mais donc je me suis dit, alors initialement, et vous voyez d'ailleurs que j'ai coupé mes positions assez court et j'ai pas été jusque là, bon, même si tout ce mouvement là en fait s'explique par la situation en Asie que je n'aurais pas pu anticiper du coup. Donc en soi j'ai pris mes profits au bon niveau. Mais l'idée de base en fait c'était vraiment de se dire, bon, l'euro vient de faire un mouvement assez important, ça change pas mon biais fondamental baissier à plus long terme, et il y a les données d'activité en zone euro et aux États-Unis qui risquent du coup d'être, pour les données d'activité de la zone euro, bearish pour l'euro, et pour les données d'activité des États-Unis, bullish pour le dollar. Donc je me dis, si on combine les deux ensemble, ça peut initier du coup on va dire, si on peut appeler ça le retracement en fait de la dernière impulsion qu'on a eue, ou alors la continuation si vous considérez les choses dans l'autre sens. Donc ici on a une impulsion, un retracement et une impulsion dans l'autre sens. Donc ça c'était mon idée de base. Bon, je vous l'ai expliqué de manière hyper
mâcher. Ok, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que c'est un peu l'idée que j'avais en tête à ce moment-là. J'ouvre une première position de vente, ok, j'ouvre un premier short, ça se passe bien, les PMI sortent comme prévu, ok, enfin du coup moins bon que prévu et donc c'est positif pour mon trade. Cool, l'après-midi, le prix vient se retracer, j'ouvre une deuxième position, donc je prends un add-in. Et du coup, avec les données US qui effectivement étaient meilleures que prévu, ma position se développe, cool, profit. Là où je suis un peu, bon, mais comme je l'ai dit, je pouvais pas l'anticiper, c'est quand je vois du coup que le prix a continué à se déprécier quasi jusqu'au niveau psychologique 1,08, je me dis, bon, ça aurait été intéressant de laisser ma position tourner plus longtemps. Mais, comme je l'ai dit, je pouvais pas l'anticiper, sachant que l'économie asiatique, c'est rare qu'elle ait un impact aussi gros sur le dollar, au point de le faire chuter de 40 points. Donc à ce moment-là, bon, je pouvais pas l'anticiper, je suis pas calé sur cette économie-là, c'est pas grave, je ne trade pas ça. Mais du coup voilà, en soi j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que du coup la semaine s'est bien passée. Je pourrais analyser en détail mes positions, mais j'ai pas envie de garder la vidéo trop longue, et puis je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que je trouve ça pas très intéressant les vidéos sur l'analyse technique, parce que l'analyse technique on a tous des stratégies différentes. Donc je pourrais vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis entré, etc. Mais ça vous apporterait rien dans le sens où vous avez sûrement une stratégie différente de la mienne. Donc savoir que j'analyse techniquement les graphiques comme ça sert pas à grand chose. Par contre d'un point de vue fondamental, je trouve ça hyper intéressant de vous le partager, parce que fondamentalement le billet est un peu universel, un peu objectif, dans le sens où si maintenant tu vois par exemple la publication de la déclaration de politique monétaire de la Fed, tout le monde dirait l'euro monte. Je veux dire, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Pour le billet à plus long terme, donc l'implication à plus long terme d'une data, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas à court terme, tout le monde sait dire, quand tu connais un peu l'analyse fondamentale, ah tiens, avec telle donnée, le prix va monter, descendre, ça tout le monde sait le faire. Créer un billet pour la semaine, c'est un peu plus complexe. De se dire tiens, par rapport aux données qui vont sortir, donc celles qui ne sont pas encore sorties, j'anticipe qu'il va se passer ci, ça c'est un peu plus compliqué. Vous voyez que ça m'arrive aussi de me tromper ici, j'anticipais du coup une réaction baissière de l'euro après la publication du statement de la Fed, mais du coup c'était une réaction bullish. Mais par contre mon billet de base qui était de dire tiens, moi je cherche à short l'euro pour la semaine, genre depuis le début de la semaine, donc j'ai pas trade lundi, j'ai pas trade mardi, j'attendais un setup pour pouvoir short l'euro. Je me suis dit, tiens, ça, le catalyseur de cette baisse pourrait être le statement. Ça n'a pas été le cas. Le statement est venu remonter vers des niveaux de base plus élevés, tout simplement, avant seulement d'avoir mon setup de vente et où j'ai pu vendre. Mais donc voilà, je trouve ça beaucoup plus intéressant de vous partager des valeurs fondamentales plutôt que des valeurs techniques, parce que les valeurs fondamentales, tout le monde peut s'y identifier. Tout le monde peut s'y identifier. Alors que les valeurs techniques, tout le monde a une approche différente des marchés. Bref, j'ai fait le tour. Peut-être juste terminé. Bon, je sais que ça va rallonger la vidéo, mais ça peut être intéressant pour vous de juste voir ce que j'ai écrit pour la semaine à venir. Donc ça, du coup, c'est la semaine 13, celle qui a déjà démarré. Mais donc, voilà, la semaine dernière, on a eu l'addition de politique monétaire de la Fed, ça je vous l'ai déjà dit. Le président de la Fed a déclaré du coup que les derniers chiffres d'inflation ne sont pas inquiétants. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'à la fin de la semaine, donc vendredi, qui est d'ailleurs un jour de congé, je vais préciser ça, mais donc vendredi, on a le fameux indice des prix PCE, que tout le monde attend, et donc qui est la mesure privilégiée de l'inflation de la Fed. Ça va nous permettre de voir, tiens, est-ce que les données CPI et PPI étaient erronées, elles étaient à cause d'un mauvais ajustement saisonnier, etc. Ou est-ce qu'elles étaient bel et bien le signe que l'inflation réaugmente aux États-Unis. À ce moment-là, on aura la confirmation ou pas par l'indice des prix PCE qu'on va pouvoir mettre en parallèle avec l'indice des prix CPI et se dire tiens, ok, est-ce que les deux vont dans le même sens ou est-ce qu'on a une divergence entre les deux? Donc ça va être intéressant, mais c'est vendredi. D'ici là, du coup, on a d'autres données. On a du coup, que je dise pas de bêtises, donc les ventes de logements neufs, on a les commandes de biens durables, on a des données préliminaires d'inflation, on a aussi la prévision du PIB, donc tout ça c'est jeudi. Donc ça, c'est pour cette semaine. En vrai, je peux vous montrer avec le calendrier. Donc voilà, donc on a les commandes de biens durables aujourd'hui, cet après-midi, dans 45 minutes. Ensuite, cet après-midi aussi, on a l'indice de confiance des consommateurs, du Conference Board. Ok, ça aussi, ça peut être une data qui fait bouger les prix. Mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est ici la publication finale du PIB. Si on observe quoi que ce soit comme déviation par rapport aux 3,2% qu'on avait observé en première et deuxième estimation, ça nous envoie un signal clair de ah tiens, peut-être que l'activité est pas. En tout cas, il y aura une réaction à court terme du prix. Donc si maintenant on a un chiffre moins élevé que prévu, boum, c'est bullish pour l'euro. Si on a un chiffre plus élevé que prévu, boum, c'est bearish pour l'euro. Ça, d'office. Mais à plus long terme, ça change pas grand-chose qu'il y ait une déviation de 0,1% par rapport au PIB. L'activité reste quand même très forte aux États-Unis au premier trimestre. Inscription au chômage, parfois le marché réagit, parfois pas. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est les pending home sales. Alors pourquoi? Vous remarquez que sur Forex Factory,
Je vais mettre pour cette semaine. Faut remarquer que sur Forex Factory, si vous regardez de temps en temps, les pending home sales ici d'habitude sont en orange et elles sont sorties en rouge. Enfin, ils les ont changées, ils les ont mises en rouge. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons à ça, ça pourrait être que le lendemain, donc le vendredi, c'est un jour de congé. Et puis, en plus, l'indice des prix PCE donc sort vendredi, session américaine, donc ou plutôt l'après-midi. Donc, les marchés sont pratiquement fermés. On pourrait observer aucune réaction du prix à la nouvelle. C'est possible. Mais donc à ce moment-là, quelles sont les dernières données en date? C'est celle de là. J'avais fait un petit post sur Discord, je vais vite vous le montrer. J'avais fait un petit post sur Discord ce matin. Voilà, petite astuce rapide pour avoir les jours de congé du marché. Donc je viens de dire que vendredi c'est congé. En réalité, en fait, il faut aller regarder les horaires du New York Stock Exchange et du London Stock Exchange. Donc c'est la bourse de New York et la bourse de Londres. Sur leur site, du coup, si je clique dessus, ils mettent quand ils sont fermés. Vous voyez ici que on a le Good Friday, donc qui est le vendredi saint aux États-Unis, donc congé le vendredi 29 mars. Et alors on a aussi, j'ouvre ça, donc ça c'est pour le London Stock Exchange, même chose, Good Friday, donc ils le fêtent aussi. Par contre, prochaines vacances, enfin prochain congé en tout cas, c'est le 1er avril, donc lundi. Donc ici vous voyez que lundi, là le 1, ce sera aussi congé pour le London Stock Exchange, donc peut-être pas trader lundi, ça peut être pas très intéressant si les traders... En tout cas, la session de Londres du lundi matin ne sera probablement pas intéressante. Par contre, eux ne sont pas en congé, donc la bourse de New York est bien ouverte le lundi. Mais donc voilà, juste un petit tips par rapport à ça. Et donc c'est pour ça, donc le PCE sort vendredi, mais il sort un jour de congé aux États-Unis et à Londres, donc peut-être que pas très intéressant à trader. À ce moment-là, on va plutôt se concentrer donc sur les données de la veille, qui est donc le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Si on observe une révision à la hausse ou à la baisse des attentes en matière d'inflation, ça peut nous donner un indice aussi sur l'évolution de la conjoncture aux États-Unis au niveau de l'inflation. On a les ventes de logements en attente, pardon. Voilà, donc ça aussi ça va être intéressant d'observer comment le marché du logement réagit, sachant qu'on a observé ici une baisse plus importante que prévu des ventes de nouveaux logements, mais que la semaine passée on avait observé, comme je l'avais dit, c'était où ? Ici, voilà, les permis de construire et les mises en chantier qui avaient atteint des plus hauts niveaux qui n'avaient plus été atteints depuis plus d'1 an. Donc voilà, voir comment le marché du logement évolue, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis aussi, ce qui va nous intéresser, c'est les données d'inflation flash pour le mois de mars en France, en Italie. On a aussi l'Espagne, je crois, ici, Spanish demain, et c'est tout. Et c'est tout. Mais donc voilà, donc retenez juste que cette semaine, c'est vraiment la semaine de l'inflation. On a des indicateurs de second rang, mais les données qu'on attend, c'est surtout les données d'inflation en Europe, donc France, Espagne, Italie, et alors les données d'inflation aux États-Unis avec l'indice des prix PCE de vendredi. Voilà, comme ça vous avez juste une petite vue de la semaine à venir d'un point de vue fondamental. Ok. On va s'arrêter là. Punaise, c'était une longue vidéo. Je sais pas combien de temps elle dure, mais mon Dieu, je commence à avoir la gorge qui... Voilà, bref. Merci d'avoir regardé la vidéo. Franchement, si elle t'a plu, j'en suis très heureux. Si maintenant, et je vais un peu en reparler, si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, t'es sûrement intéressé du coup par tout ce qui est analyse fondamentale. Si jamais tu veux un mentorat, ok, j'en ai parlé déjà en début de vidéo, mais si jamais tu veux un mentorat, si jamais tu veux être capable de faire tout ce que je viens de faire là ici, donc expliquer les mouvements de prix, analyser les rapports, les annonces, bon, je l'ai fait en très rapide bien évidemment, mais si tu veux entre guillemets acquérir toutes ces compétences-là, n'hésite pas à aller checker le lien dans la description. Il y a toutes les informations dont on a besoin, donc tout ce que je peux te proposer de t'apprendre. Je prends que 3 à 5 personnes, donc les places sont limitées. Ne tarde pas trop parce que je boucle tout cette semaine. Après ça, je n'accepte plus aucun étudiant. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à checker. Il y a toutes les infos, le temps que ça dure, comment ça se passe, ce que tu vas apprendre, le prix aussi, toutes ces choses-là dans la description. Voilà, n'hésite pas à les regarder. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Et on se dit du coup à demain dans la prochaine vidéo.